Donc aujourd'hui, on va parler sécurité opérationnelle. On a l'habitude de parler de sécurité pour l'intrusion, pour les virus, les choses comme ça. C'est super, mais il y a autre chose. Le but quand même de cette sécurité-là, c'est d'avoir un réseau qui fonctionne, d'avoir toujours l'accès à Internet. Aujourd'hui, c'est primordial. Sans un accès à Internet, la plupart que ce soit des commerces, que ce soit des entreprises ou n'importe quoi, sans Internet, ils peuvent pas travailler. Si on parle d'un commerce, bah, le TPE ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire de paiement, on ne peut pas avoir notre logiciel de caisse, des choses comme ça. Quand on est en entreprise, on ne peut pas avoir ni nos mails, on ne peut pas avoir Teams, on ne peut pas avoir toutes ces choses-là. Nos fichiers partagent de plus en plus sur des applications en SaaS, des applications cloud, des choses comme ça. Euh, du coup, le but aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ce qu'on a un peu l'habitude de passer un petit peu rapidement, de voir un peu les différents outils qu'on peut utiliser pour euh, faire en sorte que même si on a un problème, et un problème, c'est pas forcément une attaque, mais simplement un câble qu'on branche mal, un utilisateur qui fait des choses, qui bouge des trucs et qui du coup pourrait impacter toute l'activité du réseau complètement. Et le but, c'est de pouvoir justement prévenir ça. C'est avoir, même mettre en place les bons outils pour avoir un réseau qui fonctionne tout le temps, qu'on soit alerté s'il y a un souci à la limite et qu'on puisse agir, mais qu'en attendant, le réseau continue à fonctionner. Le but, c'est vraiment aussi que ce soit simple pour tout le monde, que n'importe qui puisse comprendre. Et faut voir un truc, c'est qu'aujourd'hui, on a, euh, on a plein d'outils qui existent depuis très longtemps, que beaucoup de gens n'utilisent pas forcément, parce que ça a l'air compliqué. Peut-être qu'il y a 10 ans, ça l'était. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. On a simplifié énormément beaucoup de fonctionnalités qui sont accessibles presque en un clic, qu'avant, ça demandait de l'expertise, ça demandait de faire de la configuration, de comprendre ce qu'on fait, etc. Aujourd'hui, ben, il y a plein de choses qui, en un ou deux clics, on n'a pas besoin d'être expert pour le mettre en place. Comment on va fonctionner aujourd'hui? Je vais vous donner un petit peu quelques cas d'usage. L'idée, c'est vraiment de se baser sur du réel, sur du concret. Donc, on va partir là, par exemple, là, le premier exemple, ça va être un café, un magasin. On va parler d'entreprise. On va aller sur des choses un petit peu plus grosses et vous montrer que certaines fonctionnalités qu'on a l'impression que c'est que pour les grosses entreprises, pour les grands comptes et que c'est des trucs complexes, ben, en fait, c'est des choses qui devraient être mis en place même sur des petits clients. Et voir qu'il y a certaines choses qui sont ben, super simples à mettre en place et voilà, dans le but réellement toujours d'être toujours opérationnel, d'avoir toujours du réseau. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous demande, dont on nous parle énormément. Les commerces, les magasins, n'importe quel magasin aujourd'hui doit être connecté à Internet. Une petite entreprise également. On fait pas, enfin, rares sont les entreprises qui font exception à ça. Où une entreprise aujourd'hui a besoin d'avoir accès à Internet. Donc la première chose, c'est dans le cas d'un tout petit commerce, d'une petite entreprise ou autre, il n'y a pas forcément beaucoup d'équipements, il n'y a pas forcément beaucoup de besoins. Euh, donc la première chose, le plus important, c'est de pouvoir faire du failover sur le WAN, de pouvoir avoir deux WAN. Un commerce qui n'a plus Internet, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un commerce qui peut plus facturer, donc qui peut plus tourner. Donc le minimum syndical que nous, on conseille chez XL et c'est pour ça qu'on fait des produits sur quasiment l'intégralité de nos routeurs, que ce soit 4G, 5G, firewall, etc., on peut faire du double one. Euh, donc c'est déjà le minimum syndical. On n'a pas, là, je ne vais pas vous présenter quel produit mettre sur quoi, ou est-ce qu'il faut mettre du Wi-Fi, pas du Wi-Fi ou autre. Ça, c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. C'est vraiment de mettre en place les bons outils pour garder un accès au réseau de manière générale. Donc là, sur un commerce, j'ai mis simplement un one failover. Ça peut être fait via un firewall si vous le souhaitez, si on a des besoins, si on a le besoin. Ça peut arriver qu'il y ait un besoin de mettre un firewall avec
toutes les fonctionnalités inhérentes, de la sécurité, de l'UTM, du VPN, des choses comme ça. C'est pas forcément le cas tout le temps. On peut avoir simplement besoin d'avoir un accès à Internet avec un secours 4G, 5G. Et c'est pour ça que sur nos routeurs 4G LTE 3301+, par exemple, ou 5G, que ce soit NR5101, FWA 510, ou même nos routeurs, on a des routeurs extérieurs, mais là, principalement pour l'intérieur, c'est vraiment, l'idée, c'est d'avoir un routeur qui fait tout. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un NR5101 ou FWA 510, qui est un routeur 5G. Sur ces routeurs 5G, on a mis un port WAN Ethernet sur lequel on va pouvoir brancher une arrivée Internet classique, que ce soit avec une box opérateur, que ce soit de la DSL, de la fibre, peu importe, qui va être notre accès à Internet principal ou même secondaire. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Si on est dans des zones reculées, des fois, on préfère avoir de la 5G en principal parce qu'il y a des bien meilleurs débits, une bien meilleure stabilité qu'une ADSL de bout de ligne. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce double WAN, que vos utilisateurs, que ce soit transparent pour eux, que vous soyez informés, que vous ayez le temps en fait d'agir. Si jamais ça bascule, on a le temps d'agir, de voir avec l'opérateur, etc. Mais le réseau continue à fonctionner. Et sur ces routeurs-là, ils ont euh, entre 1 et 4 ports LAN. Donc sur celui-là, sur un NR5101, sur nos routeurs 5G, on va avoir un port WAN, un port LAN. Sur les LT3301 qui sont des routeurs 4G, on va avoir un WAN et 3 LAN. Ils vont tous être équipés de Wi-Fi. Donc vraiment, l'idée, c'est que ce soit une box tout en un. On va avoir le secours du WAN, on va avoir nos utilisateurs sur le LAN en câblé ou en Wi-Fi, et on va pouvoir avoir un réseau fonctionnel juste avec ça. Donc ça, c'est vraiment le minimum syndical que nous, on conseille et que la plupart en fait, de nos clients dans ce genre de cas mettent en place. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple à mettre en place. On va passer sur un cas un petit peu plus gros, où on va avoir potentiellement plus d'utilisateurs et plus de besoins. Si on prend le cas d'un bureau, donc là on parle d'un petit bureau, donc une petite entreprise, on va vraiment être sur du pur professionnel avec des applications, du mail, de l'application métier éventuellement, des choses comme ça. En général, là, on va plutôt privilégier un firewall, mais encore une fois, ça dépend des cas. Là, je mets un firewall, mais ça peut être encore une fois avoir ce LTE 3301+ ou FWA 510 qui fait office de routeur. Donc là, on va être sur un bureau entre 5 et 10 utilisateurs dans notre cas d'usage ici. Où justement on va avoir quand même plus d'activités, plus de postes informatiques, des téléphones, des, des équipements, que ce soit des imprimantes, des choses comme ça. Donc on va avoir quand même un réseau qui va être un petit peu plus complexe et donc un switch manageable, un firewall qui va gérer éventuellement des VLAN. Si on a des téléphones, des imprimantes, c'est quand même mieux de les mettre dans des VLAN. Ça permet d'isoler tous les équipements, que si jamais il y a un souci sur un réseau, et ben ça n'impacte pas les autres. C'est le but de faire des VLAN. Et du coup, on a un switch manageable pour gérer tout ça. Et ce que le minimum à mettre en place, ça va être le loop guard et le port security. On va gérer cette partie-là en même temps que la partie suivante, où on va parler du réseau d'une PME. On va avoir un plus gros réseau, on va avoir beaucoup plus d'utilisateurs, mais au final, on se rend compte que les fonctionnalités sont les mêmes. Que là, on se dit oui, il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'équipements, de salles différentes, de choses à gérer, mais au fin de compte, dans un tout petit réseau, il y a des fonctionnalités qui peuvent être utiles. Là, l'idée, c'est de voir de voir tout le panel, que ce soit d'une toute petite TPE qui va avoir un seul switch, à la PME moyenne où on va avoir 2, 3, 4 switches, à la grosse PME où on va pouvoir avoir 200, 300 personnes. Mais les fonctionnalités et les choses à mettre en place sont foncièrement les mêmes. Il n'y a pas de grosse différence. Euh,
Du coup, là, j'ai quand même pas mal de fonctionnalités supplémentaires. On va les voir une par une. On va voir dans quel cas on va pouvoir voir ça et je vais essayer de vous faire une explication simple que tout le monde puisse comprendre chacune des fonctionnalités. Il faut vous rendre compte qu'en fait, toutes ces choses-là, que ce soit du spanning tree, du loop guard, du port security, des choses comme ça, bah en fait, c'est des choses qu'on a extrêmement simplifiées ces dernières années chez XL, que ce soit via Nebula ou même sur du standalone, si vous préférez utiliser vos produits en standalone, c'est pas un souci, ça a été extrêmement simplifié. Donc là, on a une infra-type, pardon, on a une infra-type où on va avoir d'une PME, où on va avoir 3 switches, un firewall, c'est pas foncièrement un gros réseau et c'est quelque chose qu'on peut étendre à l'infini, mais on va commencer par le haut. Déjà, on a mis un firewall qui a plusieurs WAN pour justement. Donc, on parle de trunk WAN tout à l'heure. Je parlais de WAN failover. C'est le même principe. C'est juste que dans le trunk WAN d'un firewall, on a plus d'options que ce qu'on va avoir sur un routeur 4G 5G. Dans un trunk one, on va pas juste pouvoir faire du failover, donc avoir un lien principal qui a un lien de backup, un lien secondaire à côté qui va être potentiellement de la 4G, 5G. La 4G, 5G, forcément, ça coûte toujours plus cher, donc on essaye d'éviter de l'utiliser en général, et c'est pour ça qu'on va le mettre en mode passif. Donc c'est une ligne qui va être utilisée uniquement si la première a un problème, que ce soit un problème côté opérateur, que ce soit le routeur opérateur ou quelque chose qui crame, peu importe, mais en tout cas, si la ligne principale a un problème, le firewall va transférer tout le trafic automatiquement sur le deuxième lien, donc que ce soit 4G, fibre ou autre. Mais avec du trunk one, on peut faire autre chose que du failover, on peut faire du load balancing. Si jamais vous êtes dans des endroits où vous avez besoin de beaucoup de débit et que vous pouvez pas, vous c'est pas encore fibré, ça arrive de moins en moins, mais ça peut toujours arriver. On en a encore. C'est possible de faire du load balancing, donc d'avoir les deux liens qui fonctionnent en même temps, qui sont en actif-actif, et le trafic, donc le firewall, lui, de manière intelligente, il va envoyer le trafic soit sur le lien 1, soit sur le lien 2, selon la charge de chacun. Il va envoyer 50-50 en gros, tout bêtement. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement simples à mettre en place et c'est le minimum. Donc, tout ce que je vous parle là aujourd'hui, j'ai mis des procédures. Sur mes dernières slides, j'ai mis des liens vers toutes les procédures. C'est tout ce que je vous explique aujourd'hui est déjà expliqué sur notre site web de support. Vous avez toutes les ressources pour le mettre en place en standalone, dans Nebula, une petite explication de ce que c'est, de comment ça fonctionne, etc. Donc vous aurez tous les liens, tout ça vous sera partagé à la fin de la présentation. Donc la première chose, le trunk one, pour toujours avoir un accès à Internet. Maintenant, quand on commence à être sur des plus gros réseaux, ça suffit pas parce que là, on pallie à une panne de l'opérateur globalement. Euh, Maintenant, il faut aussi prendre en compte que notre réseau, il va y avoir beaucoup de mouvements, il va y avoir beaucoup de gens. On peut avoir une panne matérielle, on peut avoir un câble qui a un problème, quelqu'un qui va intervenir dans la baie et qui, par inadvertance, va arracher une fibre, va déconnecter un câble ou le mauvais câble, etc. Et c'est tout le but des fonctionnalités suivantes, que ce soit du spanning tree, du link aggregation. Euh, la première chose, le link aggregation, ça permet de faire de l'agrégation de liens sur le LAN. Euh, il faut bien faire la différence entre le trunk WAN et le link aggregation. C'est que sur le WAN, on ne peut pas faire d'agrégation de liens. C'est l'agrégation de liens, il faut que les deux équipements se synchronisent, discutent ensemble sur des protocoles donnés pour pouvoir dire que deux câbles physiques puissent devenir un seul lien logique. Et c'est pour ça que sur le WAN, il n'y a que votre opérateur qui peut le faire. Vous pouvez le faire en tout cas conjointement avec votre opérateur, mais de manière générale, c'est plutôt votre opérateur qui va faire ça. C'est pour ça qu'on fait bien la distinction entre les deux. Le trunk WAN, ça va faire du load balancing, donc ça va envoyer le trafic un peu à gauche, un peu à droite, et vous aurez donc vous pourrez aller, si vous avez deux liens de 10 mégas, vous aurez 10 mégas à gauche, 10 mégas à droite,
Donc avec plusieurs utilisateurs, vous pourrez avoir vos 20 mégas, mais un seul utilisateur aura maximum 10. Donc le link aggregation, c'est quand même c'est différent. C'est que le firewall ou les switches, c'est vraiment une technologie qu'on intègre sur les firewalls, mais qui peuvent se faire sur entre deux switches également. Ça va prendre 2, 3, 4 câbles physiques et ça va créer un seul lien logique. Donc si on fait un link aggregation de 2 liens, on aura réellement 2 gigas. Le but ici, c'est soit d'augmenter le débit sur notre LAN, ça peut être dans certains cas utile d'avoir des débits plus gros sur des rocades, sur des uplinks, des choses comme ça, mais c'est également que si jamais il y a un lien du link aggregation qui a un souci, il va être, enfin l'autre continue à fonctionner et du coup on va avoir une bien meilleure résilience. C'est pas juste pour avoir plus de débit. C'est la plupart du temps, on va utiliser link aggregation pour avoir 2 liens et que si jamais une fibre est arrachée ou autre, l'autre continue à fonctionner, etc. Donc là, c'est réellement, là, on parle de résilience. Si on descend encore à un niveau en dessous, on voit le spanning tree. Le spanning tree, c'est l'une des choses les plus simples aujourd'hui à mettre en place. Ça a été grandement simplifié. Avant, c'était quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Il fallait savoir comment ça fonctionne. Il fallait avoir un switch maître, des switches esclaves, etc. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais les switches sont devenus beaucoup plus performants qu'avant. Et sur des petits réseaux, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à savoir qui est le maître, qui est l'esclave, etc. Moi, je vous conseille déjà activez-le. Je vous ai mis une procédure, bien sûr, en fin de présentation, mais juste activez-le. Dans Nebula, vous avez juste une case à cocher, etc. C'est vraiment de manière simple. Déjà, ça vous aidera énormément à avoir beaucoup plus de résilience très simplement, sans perdre de temps. Le but de toutes ces choses-là, c'est que vous y passiez pas 2 heures non plus à mettre en place tout ça. Et le spanning tree, on l'a grandement simplifié pour que justement ça se fasse de manière intelligente et de manière quasiment automatique. Donc le spanning tree, le but, c'est quand on va avoir plusieurs switches sur notre réseau, c'est de créer volontairement une boucle entre les switches et le spanning tree, lui, il va calculer chacune des routes, toutes les routes possibles, etc. Et il va couper les liens qui créent la boucle. Il va garder uniquement les liens les plus rapides, enfin voilà, ceux qui ont le plus de poids. Il va se baser sur un système de poids qui va donc pour avoir une route, c'est le nombre de sauts et la vitesse. C'est les choses les plus importantes qui sont prises en compte par le spanning tree. Mais ça, il fait tout automatiquement. Et là, si on prend l'exemple de nos 3 switches ici, par défaut, on va se dire, je vais brancher mon switch d'en bas à gauche et mon switch d'en bas à droite sur mon switch principal. Le problème, c'est si jamais le lien coupe entre l'un des deux switches, et ben, ce switch-là est complètement mort et tous les PC, les serveurs, les choses comme ça, toutes les ressources qui sont connectées dessus n'ont plus accès du tout au réseau tant que le lien n'est plus rétabli. Et le but du spanning tree, c'est que on va faire une boucle et on va connecter tous les 3 switches ensemble. En théorie, quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais grâce au spanning tree, on va le faire volontairement et le spanning tree va couper logiquement, intelligemment, le lien le moins bon, on va dire, celui qui va faire le plus de sauts, etc. Mais le jour où un des 2 liens principaux coupe, et ben, il va réactiver ce lien-là et on continue à avoir notre réseau qui fonctionne. Et c'est le plus important. On va passer maintenant sur la redondance hardware. Là, on a parlé de redondance de liens, des routes, etc. Là, on va aller sur un niveau un petit peu au-dessus, sur des réseaux encore plus exigeants, où on a besoin des fonctionnalités d'avant, on a besoin du spanning tree, on a besoin de tout ça, mais on a également besoin de redondance hardware, de doubler nos hardware si jamais on a un souci sur notre firewall principal, qu'il a une ligne qui crame, qu'il a un souci, peu importe. L'idée, c'est qu'on ait un deuxième routeur
qui prennent le relais automatiquement. Et c'est surtout ça l'important, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chez le client, de faire des modifications, des câblages, décablages, etc., qui peuvent être et perdre plusieurs heures en fait de fonctionnement. Là, tout est automatique. Donc la première chose, c'est le HA Pro. Donc c'est une fonctionnalité qui est gratuite, qui n'est pas encore disponible dans Nebula, mais qui le sera. On est en train de travailler dessus. Pour le moment, c'est qu'en standalone, mais c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. On l'a grandement simplifié. C'est quasiment, enfin, on va l'activer, on va mettre deux IP d'administration, on va choisir les liens à monitorer et c'est tout. Le but du HA Pro, c'est qu'on ait un routeur actif qui va fonctionner tout seul et le deuxième sera complètement passif. Ces deux firewalls vont avoir un lien direct pour se synchroniser. Ils vont synchroniser toutes leurs fonctionnalités, enfin, toutes leurs configurations, les sessions en cours, les choses comme ça. Ils vont tout le temps discuter pour se faire passer des informations et que si jamais le premier firewall a un souci, le deuxième puisse prendre le relais comme si il était le premier. C'est complètement transparent. Ils vont avoir officiellement, par rapport au réseau, ils vont avoir la même IP, la même MAC adresse, etc. Ils vont avoir une MAC adresse virtuelle, une IP virtuelle, etc., qui vont se partager. Au moins, on n'a pas de souci quand ça bascule. On a toujours virtuellement le même firewall. Et c'est tout l'intérêt. La deuxième chose, sur les switches, on peut faire du stacking. Sur nos switches de niveau 2 ou 3, on peut les stacker. L'intérêt, c'est d'avoir deux hardware, deux switches, que ce soit des 24, des 48 ports. On peut mixer des 24 et des 48 sans aucun problème, des PoE, des non PoE, tant que c'est le même modèle. Chez nous, on va avoir les XGS 2220 et les XS 3800 qui vont être les deux modèles qui sont stackables jusqu'à 4 switches. Et on va pouvoir stacker jusqu'à 4 switches. Et en termes d'administration, avoir une seule et unique interface, une seule et unique IP, et on va avoir un seul switch logique. Donc plutôt que d'avoir deux switches de 48 ports, on va avoir un seul switch logiquement de 96 ports. Et c'est tout l'intérêt. On se facilite l'administration déjà, mais également, vu qu'on a officiellement qu'un seul switch, mais qu'on a deux hardware, ben on va pouvoir câbler, on va pouvoir faire un link aggregation entre le firewall et les switches. On va mettre un lien sur le premier switch, un lien sur le deuxième. Et si jamais on a un des switches qui crame, eh ben, le lien vers le firewall est préservé. On a toujours un réseau qui est opérationnel, qui route vers le firewall. On ne perd pas cet accès-là. Forcément, on ne va pas pouvoir mettre des PC sur. On va pas pouvoir doubler les liens sur des PC, ça c'est sûr, mais on va pouvoir répartir sur certains serveurs. On va pouvoir mettre deux cartes réseau, on va pouvoir faire également d'une aggregation. On a plein de choses comme ça. On va pouvoir mixer et en gros diviser notre risque de panne. Et c'est ça le plus important, c'est ne pas avoir de panne ou alors minimiser un maximum l'impact. Avec du link aggregation, avec du stacking comme ça, si on sépare, si on a 50% de nos PC en haut et 50% de nos PC en bas, on peut simplement venir et débrancher les PC d'en haut, les mettre sur le switch du bas ou inversement, et du coup reprendre un fonctionnement normal en quelques secondes, quelques minutes. Et c'est vraiment là le but d'avoir du stacking mélangé avec du link aggregation et le tout, on va pouvoir mettre du spanning tree également. Ça, c'est voilà tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit depuis le début. C'est pas l'un ou l'autre, c'est on met tout en même temps. Maintenant, on va aller au plus proche de l'utilisateur et mettre en place les sécurités principales qui sont extrêmement simples à mettre en place
et qui sont terriblement efficaces parce que la panne survient beaucoup plus souvent d'un utilisateur qui a fait une mauvaise manip que d'un problème hardware ou de câble, etc. Donc le loop guard et le port security. Le loop guard, c'est le plus important. On parlait de spanning tree tout à l'heure, où le but c'est de gérer les boucles entre les switches. Parce que le spanning tree, oui, on va créer des boucles automatiques, mais si jamais un utilisateur fait une mauvaise manip et branche et fait une boucle entre plusieurs switches, le spanning tree va intervenir, va couper ce lien-là. Mais quand on est au sein du même switch, on va vouloir qu'un utilisateur qui va faire des modifications, des branchements, machin, sans en intervenir, sans vous prévenir, sans prévenir quelqu'un de compétent, etc., il va potentiellement faire une boucle sur le même switch, connecter le même câble sur deux ports du même switch. Là, dans ce cas-là, le spanning tree ne peut pas agir. Le spanning tree, lui, il fonctionne au sein du réseau entre les switches. C'est pour ça que le loop guard, lui, il est là pour que si jamais un paquet est envoyé sur le port 1 du switch, par exemple, mais que ce paquet revient sur le port 3, sur le port 10, sur le port 12, c'est pas normal. Il doit pas voir le même paquet partir et revenir sur le même port. Là, on a une boucle. Et c'est là que ça pose problème. C'est au moment où on a une boucle, en quelques secondes, voire en quelques minutes, ça peut vous saturer complètement le réseau et faire en sorte que le réseau n'est plus. Soit est très lent dans le meilleur des cas, soit vous n'avez même plus d'accès au réseau tellement le réseau est saturé. Et c'est ça qu'on veut à tout prix éviter. Et c'est pour ça que le loop guard, s'il détecte ça, il va couper le port, le port sur lequel le paquet est envoyé. Au moins, on coupe la boucle, le réseau continue à fonctionner. Oui, on a un port qui a été shut down, mais en attendant que la boucle ait été coupée et donc le câble débranché, le port reste bloqué. La deuxième chose, le port security, c'est pas forcément obligatoire, mais dans certains cas, ça peut être utile. C'est un plus. Le but du port security, c'est que on ne peut pas connecter un nombre infini d'équipements sur un port. L'idée derrière ça, c'est si jamais un utilisateur vient et se prend la bonne idée de vouloir brancher un petit switch non manageable ou autre qui n'est pas maîtrisé par vous, il puisse pas le faire. Parce que la plupart du temps, on va se dire qu'on s'en fiche, mais l'intérêt, c'est dans le cas où on veut maîtriser vraiment à fond son réseau et surtout éviter encore une fois des boucles, des PC non autorisés, des choses comme ça, et ben on va limiter un maximum. Donc on va mettre une limite sur les ports des switches pour dire au switch que au-dessus de une, deux, trois adresses MAC, on met la limite où on veut, et ben les MAC adresses suivantes seront bloquées. On pourra avoir uniquement une MAC adresse, deux MAC adresses, trois MAC adresses. Ça, si on veut aller jusqu'au bout, si on maîtrise 100% son parc, on peut même faire on peut le coupler à de l'authentification MAC ou alors simplement du filtrage MAC. Et en gros, dire qu'il n'y a que les 3, 4, 5 adresses MAC de l'entreprise qui ont le droit de se connecter sur le switch. Toutes les autres se feront rejeter. Ils n'auront pas le droit d'accéder au réseau. Le tout dans le but de s'éviter des PC non autorisés qui seraient potentiellement vérolés, de s'éviter un trop grand nombre de PC connectés sur le réseau qui pourraient poser des problèmes qu'on ne maîtrise pas, d'éviter des boucles, etc. La dernière chose, là on parle beaucoup de réseaux câblés, on parle beaucoup de firewall, de switch, de choses comme ça, mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est le Wi-Fi. On a déjà tout un tas de sécurité, de choses comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas normalement faire de boucle sur un réseau Wi-Fi, même si c'est pas complètement vrai, mais la plupart du temps, on va pas trop parler de ça. C'est surtout le problème dans un bureau, là dans l'exemple qu'on a ici,
c'est que les gens vont bouger dans le bureau, donc il y a du roaming, c'est normal. Donc les PC, les téléphones et autres vont changer de borne au fur et à mesure qu'ils se déplacent. Mais le problème, c'est que si l'utilisateur continue à très bien capter la première borne, il va pas roamer, c'est normal, on va pas roamer pour rien si il va pas changer de borne s'il la capte encore très bien. Dans le cas d'un open space, on va mettre 2 bornes Wi-Fi dans l'open space. Des fois, c'est pour de la couverture parce que l'open space est très grand, mais des fois, c'est aussi juste pour gérer les utilisateurs. Et faut savoir un truc, c'est que le roaming, l'énorme problème du roaming, c'est que c'est le client qui va faire le roaming. C'est le téléphone, le PC qui va roamer. Euh, ça pose un problème parce que bah, si l'équipement est mal codé ou alors qu'il n'a pas envie de roamer, il y a des fois où souvent sur les téléphones bas de gamme ou sur certains PC ou autres, ben, le roaming fonctionne pas très bien d'un point de vue client. Nous, avec les contrôleurs, avec Nebula ou autre, forcément, on va avoir des fonctionnalités d'assisted roaming ou de fast roaming pour améliorer ça, pour améliorer la bascule des utilisateurs. Mais c'est pas miraculeux. Si le PC ou le téléphone client n'est pas codé correctement et que du coup il gère pas le fast roaming ou l'assisted roaming, et ben il va pas roamer. Du coup, on a développé une fonctionnalité pour ça, pour vraiment forcer la répartition, parce que là, si tout le monde va au café et qu'ils reviennent, ils vont tous roamer et se mettre sur une seule borne. Si tout le monde est sur la même borne et que la deuxième, et qu'on a 60 utilisateurs sur une borne et 3 utilisateurs sur la deuxième, c'est quand même dommage parce que on va avoir une congestion sur la première borne. Peut-être qu'elle a été dimensionnée correctement et qu'elle va gérer les utilisateurs, mais par contre, ils vont avoir moins de débit et ça va être un petit peu moins qualitatif alors que le réseau Wi-Fi a été très bien fait. Euh, du coup, on a développé une fonctionnalité de load balancing sur les AP. Et en gros, les AP vont se répartir les utilisateurs à partir d'un certain seuil. Donc on va dire sur la première, on va dire que sur n'importe quelle borne, si on a plus de 30 utilisateurs, eh ben je vais essayer d'envoyer les utilisateurs sur une autre borne. Si encore une fois si encore l'utilisateur capte une autre borne, eh ben ça va se répartir. Mais là dans un open space comme ça, c'est parfait. On a 2 bornes. Globalement, la plupart des utilisateurs de l'open space ou ceux qui sont sur le milieu, en tout cas, vont capter les 2 bornes. Ben, on va se permettre de répartir tout ça. Ça permet que si jamais les bornes sont dimensionnées au minimum, ben, qu'on n'ait pas une borne qui sature parce que elle est dimensionnée pour 30 utilisateurs et qu'on en a mis 60. Mais ça sert aussi, même si elles sont dimensionnées pour gérer 60 utilisateurs, ben, on va répartir nos utilisateurs pour avoir toujours un débit d'extrêmement bonne qualité, un réseau de bonne qualité, etc. Et c'est tout le but aussi. C'est pas juste faire en sorte que ça fonctionne, mais aussi que ça fonctionne dans de bonnes conditions et avec de très bons débits. Du coup, je vous ai mis là tous les liens des différentes fonctionnalités avec des procédures pour aller les configurer dans Nebula ou en standalone. Pour toute question relative à nos produits, à la présentation d'aujourd'hui ou à des projets, n'hésitez pas à contacter votre équipe commerciale Zixel à commercial@zixel.eu.